Vous savez, je continue à considérer qu'on a failli de faire une percée avec la diplomatie à Alaska, retour de la diplomatie, mais je suis plus que jamais inquiet aujourd'hui. Je pense qu'on continue à vivre un des moments les plus dangereux de l'histoire de l'Europe. Bonjour à tous, chers abonnés d'Omerta, ravi de vous recevoir, de vous revoir pour une nouvelle émission du Grand Entretien que vous avez suivi régulièrement tout l'été et vous avez été au rendez-vous puisque nous approchons doucement la barre du demi-million d'abonnés à cette chaîne, donc c'est assez considérable. Je vous remercie de nous avoir été fidèles et d'avoir continué. On n'a pas eu de baisse d'audience cet été, donc vous étiez au rendez-vous. L'actualité aussi était au rendez-vous, elle nous a tenus en haleine. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, notamment au mois d'août, avec d'une part la rencontre entre Trump et Poutine à Anchorage, puis ensuite celle Zelensky, les leaders européens. Ce week-end, on a assisté aussi à un autre moment, un autre sommet de la diplomatie internationale avec cette fois-ci en Chine, la réunion de l'OCS, l'Organisation de coopération de Shanghai, qui a donné lieu, et on va le commenter aujourd'hui, à des photos assez incroyables. Donc on va voir tout ça avec un invité, je vais dire, d'élite pour parler de ces choses-là, Vladimir Fedorovski. Bonjour Vladimir. Vous savez, comme on bouscule l'élite, évitons le mot élite. Alors, observateur, on va dire, voilà. De premier plan, on va dire, en tout cas, quelqu'un qui... Historiquement, fossoyeur, un des fossoyeurs de la guerre froide, qui revient aujourd'hui. La guerre froide revient. Alors, elle revient avec des modalités d'ailleurs assez étonnantes, puisque, on a... je vais commencer par ça, je l'évoquais tout de suite. Régis, si vous me permettez juste un mot, puisque vous avez travaillé pendant l'été, et moi j'ai travaillé d'une manière assidue. Tout d'abord, vous vous souvenez, vous m'avez si royalement, j'ai failli dire, reçu pour mon livre Trump, Poutine et Ivan le Terrible, qui a finalement donner le cadre de ce qui se passe aujourd'hui, le cadre, les faces cachées, la psychologie des personnages, mais surtout, vous savez, j'étais quand même mêlé à cette histoire secrète de la diplomatie du XXe siècle. J'ai donné les éléments qui se réalisent devant nos yeux, ce que vous évoquez. Mais ce n'est pas pour ça que je parle. Vous savez, je continue à considérer qu'on a failli de faire une percée avec la diplomatie à Alaska, retour de la diplomatie, mais je suis plus que jamais inquiet aujourd'hui. Je pense qu'on continue à vivre un des moments les plus dangereux de l'histoire de l'Europe. Mais vous savez, comme je pense à vous tous, je vais sortir le mois prochain, je vous donne la primeur du livre. Un livre très important pour moi qui soigne la tristesse de notre époque. Soigne la tristesse de notre époque. Vous savez, il y avait deux personnages. Pour comprendre ce qui se passe, il y a deux personnages. Il faut prendre Ivan le Terrible, fondateur de la géopolitique russe, un grand tsar, il a passé ce qui était le livre Trump, Poutine, Ivan le Terrible, qui marche des tonnerres maintenant, mais dans un mois, il y a antithèse de ce livre. Et antithèse de ce livre, Pierre le Grand. 350 ans après sa mort, je sors, et ça c'est une révélation, vous serez contents, surtout les femmes qui nous... Alors qu'est-ce qu'il va nous dire, Pierre Non, attendez, je vais vous dire, c'est un personnage, je raconte, ça s'appelle D'Artagnan de Saint-Pétersbourg. Il y a quelqu'un qui était censuré partout. Les Français ne le connaissent pas, c'est un des plus grands Français du XVIIIe siècle. Et les Russes ne poussaient pas trop, puisque c'est un Français. C'est le créateur du XVIIIe siècle russe. Il était copain, pas copain, mais vraiment, il avait des histoires d'amour avec deux tsarines.
Deux tsarines, la fille de Pierre le Grand et l'épouse entre nous de Pierre le Grand. Il s'appelle Armand de Lestock. C'est lui qui a inventé Catherine II. Il est bien français, en fait. Catherine, français, flamboyant. Des années, j'ai travaillé, les archives explosives. Mais au-delà des archives explosives, vous savez, j'ai travaillé des années. Vous vous souvenez, j'ai fait un livre, roman de Saint-Pétersbourg. C'est un peu dans sa antithèse, mais je termine avec ça. C'est un livre d'Artagnan de Saint-Pétersbourg le mois prochain, pour soigner la tristesse de notre époque. Et ça nous rattrape avec vos questions, avec ces sommets qui n'ont pour l'instant rien donné. Tout ça, c'est la diplomatie est de nouveau dans l'impasse. Plus que jamais, je suis inquiet. Alors, vous êtes inquiet. Néanmoins, on a quand même vu des Russes. On a vu... on reviendra, on va faire dans une première partie, on va essayer de passer les choses structurées et de rester dans l'ordre chronologique. On a vu quand même Donald Trump accueillir Vladimir Poutine avec, on va dire, le tapis rouge, la garde. Quand même avec un... Il a montré sa photo, vous savez, quand il est triste. Moi, je sors d'Artagnan de Saint-Pétersbourg. Trump est encore plus étonnant parce qu'il sort la photo de Poutine avec lui. Il a dit, c'est pas mal, n'est-ce pas? Oui, il est très... bon, bref, on sent qu'on est là, on est au cœur des choses qui se décident, mais on est resté un peu sur notre faim. Trump a quand même fait passer un bombardier B2 au moment où Poutine est arrivé, en lui disant, c'est pour toi. On se rappelle quand même que le B2, c'est le bombardier qui a été utilisé par l'armée de l'air américaine pour aller bombarder les centres nucléaires iraniens le 21 juin dernier. Bon, tout ça, c'est des symboles de démonstration de force pour montrer la part de Trump. Mais il y a quand même effectivement ce tapis rouge, certains ont remarqué d'ailleurs, tiré par des soldats américains. Donc des soldats américains déroulent le tapis rouge à un président russe sur le sol américain, un président russe qui est quand même sous la coupe d'un mandat d'arrêt international. Comme Netanyahou, comme les autres, mais les Américains ne le reconnaissent pas. Non, mais certes, mais enfin bon, donc c'est quand même une prouesse. Et on a eu cette démonstration, pas de force, mais enfin de diplomatie, ou en tout cas d'amitié réciproque entre Trump et Poutine. Moi, ce que je voudrais vous demander, en effet, vous avez raison, sur la question principale, c'est-à-dire de résoudre la guerre en Ukraine, il n'y a rien qui s'est produit. Le front continue à générer ses morts. En revanche, au niveau économique, Russes et Américains, Poutine signe des décrets pour le retour de compagnies étrangères, pas spécifiquement américaines, sur les gisements de Sakhaline à l'est de la Russie. Il y a des projets de forage de gaz dans l'Arctique avec potentiellement du matériel américain. Bref, on sent quand même qu'en cas d'accord, il y a énormément de choses qui vont changer si accord il y a. Je parle de l'Ukraine. Donc l'Ukraine est toujours la condition. L'Ukraine égale sanctions. Ma question étant la suivante, est-ce que finalement, Russes et Américains ne sont pas en train de redessiner les contours, appelez-la la guerre froide ou une guerre froide 2.0, mais où chacun définit les territoires, etc., et qu'on est quand même dans la préfiguration d'un nouveau monde, en fait? Vous savez, le nouveau monde est déjà né. Il est déjà né et vous avez raison, je pense que Trump, c'est un signe dans la réalité vraiment visible de ce nouveau monde. On va en parler puisque, vous savez, la situation est changée. Il y a l'éclipse, sinon la fin de l'eurocentrisme, l'éclipse de l'Europe, c'est évident, d'une part, mais d'autre part, il y a la percée des BRICS, la montée de la Chine, l'alliance dont on va parler réellement, qu'on sous-estime entre la Chine et la Russie, et les rapports très étroits avec l'Inde, avec le Brésil, ça c'est le nouveau monde. Mais je pense que là-dedans, comme vous aimez structurer, il faut distinguer deux choses. Il y a ce côté, disons, de show télévisuel qui est important. Il ne faut pas dire
Je pense qu'il y a négociations qui se passent avec la télévision, il y a les narrations, mais vous avez absolument raison dans votre question. Il y a quelque chose de tout à fait pertinent qu'il faut quand même mettre à part ce côté visible, spectaculaire, côté spectacle, tapis rouge, etc. Là-dedans, il y a deux aspects. L'aspect que vous avez souligné avec beaucoup de raison, que les négociations secrètes, il y avait beaucoup plus de négociations secrètes que les conversations visibles. Les Russes ont travaillé sérieusement parlant. D'après mes informations, il y avait beaucoup plus de coups de fil entre les deux présidents. Si je vous donne le chiffre réel, vous serez absolument étonné. Absolument étonné. Donc ils passent leur temps à s'appeler. Absolument. C'est-à-dire il y a les choses annoncées. Parfois même, comme on lit mal, qu'on capte mal, Trump, dans son exubérance, il laisse penser, je viens de parler de Poutine. Comment on vient de parler de Poutine? Il a parlé de Poutine il y a une semaine. Il vient de parler. Vous savez, il y a des choses qui se passent. Très important, les choses secrètes, vous avez raison. Vous avez mentionné, il y a les choses vraiment capitales, pour les Russes et pour les Américains, beaucoup d'argent. Ça, c'est l'Arctique. Ça, il faut souligner. Sakhaline, vous avez dit. La tour de Trump à Moscou, c'est plus pittoresque, mais ça c'est pas folklorique, c'est pas les choses comme ça. Il y a quelqu'un que je regarde beaucoup, un jeune, Dmitriev, il s'appelle, qui est un alter ego de Witkov. C'est eux qui discutent de business. Absolument, de business, mais non seulement de business, aussi les choses pointues. Ça, je vais vous donner les éléments sur ça, très précis sur ça. C'est lié. En ce qui concerne les sanctions, je ne vous cache pas que les Russes n'ont pas d'illusions. Ils pensent que les sanctions vont continuer, peut-être avec les Américains, quoi qu'il arrive. Les sanctions vont continuer. Encore une fois, on écoute mal. Poutine, l'autre jour, il rencontre le gratin, l'élite de business russe. Il dit, vous savez, il faudra vivre avec les sanctions, puisque les Européens, ils vont continuer, etc. etc. Ça, c'est, mais, cela dit, les affaires, l'achat de Nord Stream, c'est quand même par les Américains. C'est-à-dire l'idée de Trump, comme d'habitude, il aime bien l'argent, il aime bien acheter ça et puis vendre 30 fois plus ça aux Européens. Ça, c'est les choses qui sont... Les projets sont importants. Ça dépend de l'évolution ukrainienne. Là-dedans, moi je suis contre, je vais vous dire une chose. Vous savez, en Europe, tout d'abord l'Europe était désappointée par ça, soyons très clairs. Ils ont été très inquiets si Trump, le drapeau rouge, le tapis rouge, etc. Et il y avait quand même une tendance de sous-estimer la rencontre. Vous avez eu une pertinence d'appeler le rôle de la diplomatie. Diplomatie est symbole de la diplomatie. C'est symbolique, c'est important d'une part, et d'autre part, il y avait la structure, au fait, j'ai annoncé ça dans mon livre Trump, Poutine et Ivan le Terrible, qu'il y avait deux points importants. Le point des territoires, l'acceptation par les Américains de l'idée les territoires et l'acceptation par les Russes de l'idée des garanties de sécurité. Ça, c'est important. Mais le fléchissement majeur pour les Russes, ce qu'on oublie, cette idée qui n'était pas réaliste dans la réalité, d'arrêter le combat sans condition et de faire les rencontres tout de suite entre Trump et Poutine sans la préparer, juste pour faire, encore une fois, spectacle, vous comprenez, les choses comme ça. Les Russes disent, OK, on peut se rencontrer mais il faut bien préparer les choses comme ça, mais l'idée, c'est de faire, pas le cessez-le-feu, mais la paix. La paix préparée. Et ça, c'est un point très important qui était obtenu par les Russes. Et sur ce plan-là, ils ont convaincu Trump, qui lui voulait le cessez-le-feu. C'est une chose réaliste. Mais vous savez, dans cette idée, ça va dans votre sens, dans la réalité. C'est l'idée d'élargir les choses. C'est-à-dire, dans ce cas-là, on parle de la sécurité européenne,
avec les Européennes et sans Européennes, mais surtout avec les Européennes, puisque les Russes acceptent ça. Mais au-delà de ça, ça va plus loin. Alors maintenant, ça va plus loin, ça va la Chine, ça va, ils ont été d'accord, et moi j'étais très inquiet parce que, vous savez, qu'en diplomate, j'étais physiquement mêlé à une vingtaine j'étais spécialiste de contrôle des armes. Et vous savez, tout ce qu'on faisait autrefois, on a conclu une vingtaine d'accords, rien n'existe. Aujourd'hui, toute la structure de contrôle des armes a été détruite. Et même le dernier, l'accord, c'est sur les armes stratégiques qui se terminent l'année prochaine, il faut faire ça. Et les Américains ont accepté ça. Ça, c'est une chose, vous savez, quand on regarde, moi j'étais assez heureux dans la réalité. Parce que j'ai dit, le contact, je vais vous dire pourquoi. Parce que pour l'instant, ça ne donne rien. Ça ne donne que pour l'instant, ça continue. Mais ça continue. Pourquoi? Parce que vous comprenez, les choses comme ça, les choses qui se passent. Dans la réalité, les Russes acceptent l'idée de la rencontre avec Zelensky, mais bien préparée, et on s'oriente plutôt vers la rencontre tripartite avec les Américains. Vous savez, il y avait une ambiguïté, soyons très clairs. Cette guerre sous Biden, ce n'était pas la guerre ukrainienne, c'était la guerre entre les Russes le perçoivent entre l'OTAN, l'Occident, comme disent les Russes collectifs, etc. Mais l'astuce des Américains, ils ont fait, tout en étant complètement mêlés à ça, financés, etc., en envoyant les armes, ils ont fait une pirouette et ils font semblant d'être extérieurs, intermédiaires, vous comprenez, le go-between. Et ça, c'est les choses comme ça. Mais vous savez, je vais vous dire, les scénarios ne sont pas nombreux, soyons très clairs. Vous savez, je vais vous dire, il y a un scénario quand on vend la peau de l'ours avant de le tuer, comme on disait, c'est-à-dire les Ukrainiens remportent la victoire. Ça, c'est le fantasme européen. Fantasme européen, mais je vais vous dire, moi je suis, vous savez, quand je vous parle, je vais vous dire une chose, moi je m'éclipse. Moi j'ai double origine, à la fois ukrainien et russe, mais je m'éclipse, je ne vous donne pas mon avis. Je vous donne les éléments. Et ce que je reproche beaucoup au mainstream, pour vous dire, qu'ils ne donnent plus. Quand je viens à vous, parfois, l'infidélité renforce l'amour. Quand je fais l'infidélité à vous, je viens dans les médias et je suis de plus en plus étonné qu'ils ne donnent plus. Ils ne posent plus de questions. Ils donnent déjà la vie. La vie, avant de... Ils continuent à vous recevoir sur LCI. Évidemment, je suis partout. Mais vous savez, franchement, on fait ça. Mais quand je suis inquiet aussi par le fait que non seulement narratif répète, mais maintenant on donne la vie. Avant de... C'est pas notre rôle. C'est pas mon rôle même. Mon rôle, c'est vous donner les éléments. Bien sûr. Et les éléments sur ce plan-là, il ne faut pas se leurrer. Imaginons qu'il y aura un renversement de tout ce qui se passe sur le terrain. Vous connaissez mieux que moi, vous allez là-bas, vous connaissez comment ça se passe. Ce n'est pas le grignotage, les Russes continuent à avancer, etc. Mais imaginons que ça se cesse, qu'il y a un renversement de la situation, qu'ils bombardent le Kremlin, mais je tiens à vous dire, l'autre jour je leur dis, mais attendez, vous disiez que, vous comprenez, les Russes, ils ont 6500 têtes nucléaires. Moi, j'ai fait 6 livres sur Poutine. Je connais la bête mieux que vous. Je connais sa psychologie, je connais son entourage. J'étais au Kremlin. Et je vous dis que si ça continue comme ça, au bout, le choix est simple aujourd'hui. C'est soit on fait le modus vivendi, l'arrangement, soit on va vers l'escalade tous azimuts, et au bout, je pèse mes mots, au bout, c'est l'apocalypse. Et ça c'est, vous comprenez, là, si les Russes perdent, vous comprenez, dos au mur. J'étais au Kremlin, j'ai aucune espèce de doute qu'ils vont réagir. Ça, c'est le scénario, j'aurais dit chaperon rouge, disons. Il y a un scénario qui se passe devant nos yeux, et vous comprenez, s'il n'y a pas d'accord dans les jours qui viennent, comme je pense dans les semaines qui viennent,
Et Vance, il dit qu'il y a inévitablement l'accord jusqu'à la fin de l'année, vice-président, je parle. Oui. Vance, jusqu'à la fin de l'année, moi, je ne crois pas. Je crois bien qu'on s'oriente maintenant vers le conflit qui sera très dur, et à l'arrivée, je vois les rapports de force, j'écoute les experts, je parle avec les experts du monde entier. Mm-hmm. Tout le monde est d'accord que l'avancée russe est inévitable. Mm. Et vous comprenez? Et dans ce cas-là, il y a un problème majeur, parce que l'avancée russe majeure, surtout vers Odessa, etc., tout ça, ça pose un problème majeur pour les Européens qui n'ont pas, qu'ils ont des réponses traditionnelles. Ils ont la réponse qu'on va augmenter les sanctions, 18e paquet, on va faire augmenter, ils proposent. Vous savez, il y a sur les Européennes, il faut comprendre que ce n'est pas seulement les Européennes, c'est aussi néoconservateurs américains, c'est l'alliance entre les deux. Et eux, ils veulent quand même... L'offensive des néoconservateurs. Néoconservateurs, vous êtes vous voyez, on dit, oui, il y a Trump qui veut changer les choses, mais néoconservateurs, vous avez senti, vous vous souvenez que je vous ai dit, il faut, dans la politique, il faut avoir un flair. Néoconservateurs américains, ils veulent piéger, bien sûr, piéger Trump. Ils veulent transformer Trump en Biden 2. Mais ils n'ont pas dit leur dernier mot. Ils n'ont pas dit leur dernier mot, vous comprenez? Et alors, Trump, il y a un aspect, je termine parce que j'étais trop long, c'est juste oui. Un aspect. Il sous-estime l'influence de l'intérieur, de la politique intérieure, soit en Europe, soit en Angleterre, parce que la situation est dramatique sur le plan économique, et on sous-estime l'importance vraiment de l'État profond américain. Si vous voulez que je vous fasse deux tendances dans l'entourage de Trump, je vous le fais. Excusez-moi, j'étais trop long. Il n'y a pas de souci, mais c'est exactement... Moi, je vais avoir une question cash, parce que maintenant, là, vous avez ausculté un petit peu ceux qui, justement, continuent derrière Trump ou essayent de le manipuler pour essayer de pousser au conflit, on va dire. Du côté russe, je vais être cash. Est-ce que finalement, ce que je vous décrivais, c'est-à-dire ces promesses comment on va dire, d'accords économiques mirobolants autour des hydrocarbures, la flatterie à laquelle on a assisté entre l'Alaska, qui était quand même un des points chauds de la guerre froide. J'adore. Ça, c'est le politique spectacle. Oui, mais qui tout à coup devient un trait d'union entre la Russie et les États-Unis. Exactement. Bref, on a assisté à ça. Poutine, surtout, a rappelé l'historique. Trump, un peu moins. Mais enfin, bref, on a bien senti qu'on allait dans le même sens. Finalement, tout ça, est-ce que ça n'est pas, de la part des Russes, une manière d'abord de flatter Trump en sachant que dès qu'il y a débouché économique possible, Trump considère que c'est un progrès, de manière finalement à gagner du temps pour continuer cette guerre et arriver in fine à une capitulation de l'Ukraine. Cash. L'objectif de Poutine, c'est que Kiev capitule. Vous êtes vraiment bien informé, puisque je sais que vous connaissez qu'il y a cette tendance-là en Russie, ça existe. Ça existe chez les militaires, parce que, vous savez, les militaires, ils ont maintenant le goût de la victoire. Je dirais, j'appelle ça le parfum de la victoire, les Français me corrigent, l'odeur de la victoire. De la victoire, pourquoi? Parce qu'il avance. Et il y a les problèmes de personnel. Le secrétaire général de l'OTAN, il a dit que l'Occident produit 4 fois moins d'obus que les Russes. C'est tout ce que vous connaissez. Les choses comme ça. Oreshnik, c'est cette fusée. Il y a d'autres fusées. Sur le front, c'est surtout le manque d'hommes côté ukrainien. C'est le manque d'hommes, mais aussi les choses. Il y a plein d'autres choses. Vous savez, il y a plein d'autres choses. On n'a pas le temps, mais vous avez évoqué la guerre des drones. Oui. Comment ça se passe? Les Russes sont passés devant. Mais vous savez, réellement, il y a deux aspects que je tiens à souligner. Vous savez, il suffit, parfois, quand je viens, je dis il faut montrer la carte. Il faut montrer la carte, 6e partie du monde, autosuffisante sur le plan alimentaire, autosuffisante sur le plan
énergétique. Vous comprenez, c'est ça qui fait la différence. La base de ça, comme disait Ivan le Terrible encore, c'est la géographie et l'histoire. La géographie, la base de ça, c'est ce côté visible. Et sur ce plan-là, c'est une chose ce qui nous attend, c'est une évolution, à mon sens, évolution assez vertigineuse. Trump, il le sait. Trump, il le sait, c'est ça le problème. Le problème là-dedans, mais dans l'entourage de Trump, il y a deux tendances. Une tendance, Vance, Witkoff, qui sont plus réalistes, qui sont d'ailleurs les services secrets américains maintenant de plus en plus, ils n'ont pas donné beaucoup d'éléments, maintenant ils donnent plus d'éléments qui pondèrent le récit. Et il y a ce que c'est personnifié par Kellogg en partie, par le secrétaire d'État, mais le secrétaire d'État est Rubio, Kellogg. Je vais vous dire, ils ne sont pas, c'est pas un problème d'anti-russe. Il y a un problème à mon sens, de différence d'analyse. Ils disent que les sanctions peuvent donner des résultats. C'est une tendance Le Maire. On va mettre la Russie à genoux, on va mettre plus les sanctions, etc. Il y a un sénateur Graham qui dit 500% de taxes. Demain, vous savez, il va revenir, il va reposer ce problème-là, 500% contre la Chine, mais quel est le résultat? Le résultat de ça, c'est l'alliance entre la Russie et la Chine de plus en plus profonde, et maintenant l'alliance entre la Chine et la Russie. Avec l'Inde. La Chine, la Russie et l'Inde. Ça, c'est complètement insensé. On me dit que Trump s'éloigne de son prix Nobel. Pas du tout. Il a réussi une chose étonnante. Il a réussi de se réconcilier la Chine et l'Inde. Alors, il aura son prix Nobel. Vous comprenez, toutes ces choses-là, mais il ne faut pas sous-estimer ça. Parce qu'on sous-estime, à mon sens, dans le contexte actuel, l'influence de l'État profond là-bas à Washington, et on sous-estime, à mon sens, le désarroi des Européens, parce qu'il suffit de regarder la situation économique et la popularité de Premier ministre anglais, par exemple. Vous regardez ça, pourquoi ils ont besoin de diaboliser à mort, c'est-à-dire faire de la Russie l'ennemi, pas l'ennemi existentiel, l'existentiel, etc. Parce qu'ils sont dans l'impasse sur ce plan-là. Justement, alors je vais en appeler aux Français qui est en vous, puisque vous avez des origines multiples, ukrainiennes, russes, mais vous êtes de nationalité française. Bien sûr. Et vous écrivez en français. L'Europe est condamnée à regarder passer le train? Non. D'où vient d'ailleurs mon idée de revenir à D'Artagnan de Saint-Pétersbourg et Pierre le Grand? Pourquoi? Parce que vous savez, je suis non seulement francophile, mais je suis partisan. Il y a une tendance en Russie occidentaliste. C'était personnifié par... C'est pas la tendance de Vladimir Poutine aujourd'hui. C'est une tendance surtout de Pierre le Grand. Et on dit tout est perdu, etc., etc. On vient de parler, vous savez, la Russie était diabolisée pire que maintenant. Vous dites que la Russie est complètement diabolisée. C'est la pire diabolisation de la Russie, c'est la guerre de Crimée. Vous ne pouvez pas imaginer les caricatures qu'ils ont fait, les mangeurs d'hommes, etc., etc. Et après, il y avait un renversement de la situation, l'alliance. Je mise, comme écrivain et trait d'union, objectivement, je vais vous dire sur deux choses sur ce plan-là. Je mise, Brodel a utilisé le terme l'histoire longue. Je mise sur l'histoire longue. Je vais vous révéler les meilleurs agents de Poutine. Je vais vous donner les noms des meilleurs agents de Poutine en France, puisqu'on est dans la confidentialité. Les plus secrètes. Le meilleur agent de Poutine, c'est Tolstoï. C'est Dostoïevski. C'est Tchaïkovski. On a essayé d'interdire Tchaïkovski. On m'a dit qu'il bat tout le record dans les choses comme ça. Et réciproquement de l'autre côté. On dit que la France, etc., pas du tout. Il y a une affinité. Il y a cette chose-là. Et pourquoi je vous ai parlé de l'histoire longue? Je ne sais pas si je vous ai raconté, j'ai eu des rapports vraiment de 40 ans d'amitié avec Chirac. Je me souviens, et il me revenait toujours à cette tradition de la diplomatie française
il appelait ça, la tradition qui remonte à De Gaulle, je vais plus loin, c'est gaulo-mitterrandien, qui existe malgré tout, qui est sensible dans les choses comme ça, qu'on revient, qu'on s'éloigne de narratif. Elle est un peu moins visible aujourd'hui. Non, non, moins visible, mais je voyage plus que vous, je vous assure. Mais c'est pour ça que mes livres battent le record, vous comprenez? Je parle de chez Macron. Enfin, non, mais attendez, vous avez parlé de l'élite, mais il faut s'éloigner de Paris, parce que quand vous voyagez en France, je voyage plus que vous, je ne vous cache pas. Je suis étonné jusqu'à quel point les gens veulent comprendre. C'est vrai que les Français sont inquiets. On dit qu'ils sont inquiets pour les raisons de la politique intérieure, mais ils sentent qu'on vit un moment très dangereux. Mais en même temps, je pense que cette tradition existe et il y a un deuxième aspect que cette fois-ci, je conseille une petite suggestion. Je n'ose pas de conseiller comme autrefois, mais une session à l'adresse des Russes. Vous savez, je vais vous dire une chose. Construire la sécurité européenne sans Européenne, c'est absolument impossible. Et l'Europe doit revenir en jeu, mais d'une manière intelligente. Vous savez, ça va vous étonner. Moi, j'étais très heureux quand l'autre jour, Macron il a pris le téléphone et a appelé Poutine. Parce que c'est une nécessité inévitable. Mais la seule chose qu'on ne peut pas vivre dans le monde imaginaire, on ne peut pas dire que, voilà, que vous savez, au début, c'est simple. Les sanctions, je vais mettre la Russie à genoux, les Russes sont nuls, ils perdent la guerre, et puis Poutine il a 15 concerts, tout ce qu'on vous raconte, mes amis qui me reçoivent si bien, ils continuent n'importe quoi. Je n'ose pas dire, maintenant je souris seulement, je ne tique même pas, parce que c'est tellement... Vous savez, j'ai un copain... Ou Nord Stream. Nord Stream, n'importe quoi. Ouais, vous avez fait sauter mais je dis poliment, etc., que vous savez que pour faire la diplomatie, c'est comme, vous savez, il y a deux sortes de faire l'amour. On peut faire l'amour avec les partenaires, mais il y a l'amour avec soi-même. Vous comprenez? On assiste à ces choses. Vous savez, je suis. Mais vous savez, sur ce plan-là, je vis. C'est d'où vient la nécessité de regarder sur le plan. Les fondateurs de la géopolitique russe, il y en a deux dans la réalité. Ne pensez pas c'est Gorbatchev et Poutine. Non, c'est Ivan le Terrible et Pierre le Grand. Et j'appartiens à cette tradition. Laquelle? Pierre le Grand. Pierre le Grand. Pierre le Grand. Parce que Ivan le Terrible, il a dit, vous savez, je cite dans le livre, il y a une citation exquise. Vous savez, quand il a failli se marier avec la reine d'Angleterre. Et après, il a dit, rien à faire. On lui dit pourquoi? Il a dit, mais vous ne comprenez pas, à son copain, boyard favori de l'époque, Basmanov, il s'appelait. Il a dit, il n'y a rien à faire avec ces gens-là. Nous sommes trop grands pour eux. Nous serons toujours une menace pour eux. Et il a dit à l'époque, il faut s'orienter vers l'Asie. Vers l'Asie, pourquoi? Parce que les Chinois nous respectent. Et les Européens nous méprisent, en but d'eux-mêmes, etc. Et Pierre le Grand, c'est tout le contraire. Mais ce qui se passe aujourd'hui, et surtout avec ce sommet de l'organisation de Shanghai, il se passe des choses étonnantes. On sous-estime ça, la profondeur des rapports économiques, le rapport diplomatique, les rapports militaires entre la Chine et la Russie sous-estimés. Il y aura une visite en décembre de Poutine avec l'Inde. Cette alliance entre l'éléphant et le dragon dont Xi a parlé l'autre jour entre l'Inde et la Russie. Dragon Bear. Oui, ça c'est étonnant, les choses comme ça, c'est les choses comme ça. Mais vous savez, on revient à quelque chose qui est important. En fait, dans la réalité, pourquoi je vous ai parlé de l'histoire longue? Ils ne connaissent pas la réaction des gens, parce que, vous savez, quand je dis qu'il faut revenir à Ivan le Terrible ou relire Tolstoï, il faut comprendre. Trump, il a dit, je vais menacer l'Inde avec 500% de ça, et les hindous vont s'écraser. C'est une civilisation, c'est méconnaissance de les réactions
Ça, c'est des réflexes traditionnels qu'ont les Américains. Qu'ont les Américains ont par rapport, mais que les Européens ont eu. Le réflexe de le maire, c'était ça. On dit que le maire n'a pas lu le papier. Non, à la base, c'est méconnaissance. Méconnaissance de l'érection. Et la même méconnaissance. Mais vous savez, vous dites pourquoi je suis inquiet, parce que, vous savez, à mes heures, j'étais souvent analyste aussi financier. La situation financière en Europe, c'est une situation de la dette en France, la dette, mais la situation aux États-Unis. Et vous comprenez, dans ce genre de choses, pourquoi je suis effrayé dans la réalité. Parce que traditionnellement, pour sortir de ce genre de crise, traditionnellement, c'est la guerre. C'est pour ça que je prédis une nouvelle tension au Proche-Orient, dans les semaines qui viennent, terrible tension, parce qu'ils n'ont pas de choix. Et je pense que la base, non seulement les erreurs d'analyse, etc., l'absence du programme, mais la base de ça, c'est une sorte d'échappatoire face à la crise dramatique financière qui nous attend. Ce qui est intéressant dans ce qu'on a vu donc avec l'OCS et la réunion de Shanghai, de Pékin, pardon, c'est que quelque part, il y a quand même dans l'histoire américaine, je pense, des gens qui sont morts aujourd'hui, mais qui on peut dire, se retournent dans leur tombe. George Kennan, Zbigniew Brzezinski. Que j'ai bien connu, Kennan. Kissinger. Lui, on est en train de faire ce sur quoi ils ont averti. Évidemment. Séparer la Chine de la Russie. Mais vous savez, on remonte à la base. On a eu, à notre époque, quand on a tué quand même la guerre froide, c'est nous qui avons tué la guerre froide avec Gorbatchev, etc., la réunification d'Allemagne. Et je me souviens de ma conversation avec George Kennan, vous avez cité bien. Ouais. C'est le plus grand diplomate américain du XXe siècle, inventeur de containment, etc. Quand il a vu cette décision, vous savez, c'était juste après la démission de Perry, vous vous souvenez, secrétaire d'État américain, qui a démissionné après la décision d'élargir l'OTAN. Il a dit c'est la guerre. Et j'ai vu, il a 100 ans, grand sage, j'allais adorer, il a connaisseur de la littérature russe, extraordinaire, si je vous raconte ça. Un grand diplomate. Un grand diplomate. Et vous savez, il dit l'Occident commet la plus grande erreur depuis l'époque de Jésus-Christ. C'était l'élargir l'OTAN et c'est la guerre. C'était comme ça que c'était conçu. Mais je vous cite, il y a des gens, des grands Américains, Jeffrey Sachs, conseiller comme moi à mon époque, qui était inventeur de la fin. Tous ces gens-là, ils ont senti ça. Vous comprenez, quand on revient, les choses comme ça, simplement, on essaie d'ignorer, de les ignorer. Vous comprenez? Il y a un autre aspect. Vous savez, c'est les gens, vous revenez à Kennan, il a dit la différence de ces gens-là, il méprisait cette nouvelle élite. Hier, j'ai entendu ambassadeur que j'ai connu, Matlock, à l'époque Gorbatchev, il méprise ces gens d'aujourd'hui. Et ils disaient tous les deux que la différence entre Eisenhower, Kennedy, ils ont connu la guerre. Les gens ont connu la guerre. Oui. Vous savez, je reviens quand je suis désespéré, je fais écouter ce Kennedy, et aujourd'hui même, cette nuit, il a dit dans la future guerre qui nous attend, il n'y aura pas de vainqueur ni vaincu. Oui. Il y aura l'apocalypse. Et cette notion-là, il faudra introduire ça dans les choses comme ça. Je vous dis, moi je suis assez désespéré, mais peut-être Dieu sera avec nous et il y aura... on termine, parce que malheureusement le temps file. Quel plaisir, quel plaisir. Pour aller un petit peu dans votre sens, moi je me souviens de George Bush père, qui lui a connu la guerre aussi dans le Pacifique, qui a eu plusieurs citations, je crois qu'il a été décoré. Quand vous étiez un grand correspondant aux États-Unis. Donc je connais un petit peu tout ça, qui appelait justement les néoconservateurs, et je remonte un petit peu le dernier numéro d'Omerta pour vous dire qu'on a analysé tout ça. Les cinglés de sous-sol. Voilà, exactement. Les cinglés. Voilà. Parce qu'ils étaient à la Maison-Blanche, mais à l'époque, on ne leur donnait pas l'importance qu'ils ont aujourd'hui. Ils sont très importants. Voilà. Vous avez complètement raison que rien n'est terminé. Maintenant, le positionnement,
Mais je souhaite tellement diplomate que j'étais, quand même. On trouve une solution. Ça, c'est ce qu'on retrouve un peu pondération. Et le choix est simple, et je termine presque avec ça. Soit on trouve le modus vivendi, soit on va vers l'escalade, et dans ce cas-là, je pèse mes mots, il n'y aura pas ni vainqueur, ni vaincu. L'apocalypse. Merci Vladimir pour tous ces mots, merci pour vos analyses, vos souvenirs aussi. Et j'espère qu'on fera cette émission justement sur les relations franco-russes. On se revoit pour D'Artagnan de Saint-Pétersbourg. Merci bien. Pour moi, c'est un cri de cœur. Cri de cœur pour soigner la tristesse de notre époque. Pour soigner la tristesse de votre époque. Eh bien, chers auditeurs, chers téléspectateurs d'Omerta, abonnés, j'espère que cette émission vous a plu. Vladimir, merci, à la prochaine. On se donne rendez-vous très bientôt. Quant à vous, j'espère que vous reviendrez très rapidement sur la chaîne d'Omerta. Il y aura encore des grands entretiens. On va en sortir un certain nombre pendant le mois de septembre-octobre. Le rythme ne va pas baisser et j'espère que vous serez toujours fidèles à la chaîne YouTube d'Omerta. N'oubliez pas aussi l'application d'Omerta. On va sortir des documentaires Azerbaïdjan, Congo, sur la RDC. On a fait un gros travail cet été qui, je vous l'annonce un petit peu. Et on aura bien d'autres choses. Donc Congo, en regard de tout ce qui est en train de se passer aussi en Afrique, de l'impact de Trump notamment sur ce pays et sur la question des ressources, notamment les terres rares, les minerais, etc. etc. Donc ça sera sur l'application Omerta. D'ici là, eh bien, écoutez, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.